Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons avec nos invités faire commenter les faits saillants et marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons revenir sur les concertations autour du dialogue, autour des questions électorales. Une concertation, d'ailleurs, des concertations se déroulent au moment où nous enregistrons cette émission. Et malheureusement, il y a une question qui est en train de constituer la pomme de discorde au niveau de ces concertations. Il s'agit donc du système du parrainage. Alors, c'est quoi le parrainage? C'est qu'il s'agira pour tout candidat à la présidentielle, par exemple, même investi par un parti politique, de collecter 10 000 signatures au moins dans 6 régions différentes et à raison de 500 au minimum. Alors, un système donc qui est imposé par la majorité, c'est la majorité de Benno Bokk Yakaar qui veut ce système-là, mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille et a même quitté la table des concertations en exigeant que cette question soit tout simplement retirée, en tout cas de l'agenda. Alors, jusque-là donc, la question a été donc soumise à la société civile qui devra donc servir d'arbitre. On verra ce qu'il en adviendra. Nous allons aussi évoquer le cas Karim Wade. Comme vous le savez, donc, il y a de cela une semaine, il avait adressé une lettre de condoléances à la communauté mouride, une lettre dans laquelle il disait avoir été contraint à l'exil et il a été donc expulsé de son pays. À la suite de cette lettre, pas l'opposition, mais le parti au pouvoir, notamment le porte-parole de l'APR et en même temps porte-parole donc du gouvernement, a sorti un communiqué pour démentir cette information en disant que Karim Wade connaît les conditions dans lesquelles il a quitté le Sénégal. Maintenant, réponse du berger à la bergère, le Parti démocratique sénégalais exige tout simplement que le pouvoir exhibe les preuves que Karim Wade n'est pas un exil et qu'il n'est pas contraint donc, qu'il n'a pas été expulsé de son pays. Et pour finir, nous allons évoquer l'affaire du maire de Dakar. Le prétexte, c'est tout simplement la décision donc de la ville de Dakar de se constituer partie civile dans ce procès. Alors, pour évoquer ce thème, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 hommes politiques. L'un, c'est M. Ali Gueye. Il est le secrétaire général du Front National, membre donc du pôle de l'opposition. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Assane Dia. Il est donc le secrétaire général de And Doolel Sénégal, Parti du Changement. Il est donc membre de Benno Bokk Yakaar, bien sûr, et de la coalition Macky 2012. M. Dia, bonsoir. Bonsoir, Georges. Je suis président du parti et non secrétaire général. Alors, le président, bon voilà, merci pour la précision. Alors, M. Gueye, je vais commencer par vous. Vous avez quitté, vous étiez donc partie prenante de ces concertations-là. Absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez donc de quitter la table des concertations 3 jours après? Je voudrais tout d'abord, Georges, vous remercier. Et partant remercier également tout le groupe Walfadjri pour nous avoir associés à cette réflexion qui a toujours contribué à l'effort de construction de notre démocratie et également à la consolidation de notre état de droit. Lequel état de droit, je ne cesse de le répéter, se trouve être constamment et à tous les niveaux malmené depuis l'avènement de Macky Sall. Et malheureusement, ces tenants du pouvoir, jusqu'au moment où nous parlons, ils ne parviennent pas à réaliser ou en tout cas à cerner toute la plénitude de leurs responsabilités historiques sur la gestion et également la gouvernance des affaires publiques. Ceci étant, je crois que, comme tout le monde l'a constaté, c'est la énième fois qu'on bute sur un blocage. Le blocage réellement, c'est le parrainage tel que proposé par la majorité. Vous pouvez nous expliquer un peu le parrainage? Voilà, parce que le parrainage, ce n'est pas une nouveauté, ça existe déjà dans la Constitution et dans le Code électoral. Mais il n'y avait que les candidats indépendants qui étaient astreints à cette obligation de parrainage. C'est-à-dire les candidats qui n'avaient pas de parti politique. Mais cette fois-ci, la majorité, ils sont venus avec une proposition qui consiste à généraliser ce parrainage aux partis politiques légalement constitués. Nous estimons que les partis politiques, c'est des personnes morales, alors que les indépendants, c'est des personnes physiques. Raison pour laquelle nous estimons qu'on ne peut pas les mettre sur le même pied. Ensuite, nous soupçonnons que le régime est en train de développer une stratégie pour pouvoir liquider de potentiels candidats. Parce que rien n'est sûr. Jusqu'au moment où nous parlons, ils sont restés droits dans leur vote. Nous également de l'opposition, nous disons qu'il est hors de question d'aborder un tel point. C'est ça le problème.
Donc, alors la dernière rencontre, je crois que c'est la société civile qui a demandé une suspension de 72 heures, le temps qu'elle puisse offrir ses bons offices, faire peut-être des médiations, essayer de rapprocher des positions. Mais nous, en tout cas de l'opposition, on est clair et formel. Pour ce point relatif au parrainage, tel que proposé par la majorité, pour nous, c'est un non-point. C'est un non-point. Je reviendrai vers vous. Alors, M. Assane Dia, pourquoi proposer ce parrainage-là alors qu'on sait, comme il a expliqué tout à l'heure, ce parrainage, le système du parrainage était juste réservé aux candidats indépendants, c'est-à-dire qui n'étaient pas investis par un parti politique? Je voudrais d'abord vous remercier, Georges, de m'avoir invité à cette émission très prestigieuse, suivie de partout. Remercier également la direction du groupe Walfadjri et tous les téléspectateurs et téléspectatrices, bien entendu, qui suivent régulièrement cette émission. Pour aborder cette question, je dirais personnellement que je ne peux pas, en ce moment précis, parler au nom de la majorité sur cette question-là. Parce que je trouve personnellement qu'il n'y a pas entre nous suffisamment de discussion sur cette question, parce que nous aurions dû nous concerter de façon beaucoup plus responsable et harmoniser nos positions. Cela veut dire que je ne peux donner qu'une position individuelle qui n'engage que moi et qui probablement n'engage que mon parti. Je trouve qu'il est normal qu'il y ait des évolutions dans la vie, parce que le géopolitique ne peut pas se figer à part de considérations peut-être qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il faut aussi quand même évoluer. Mais mon problème, c'est la responsabilité du parti politique. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre de côté cette responsabilité du parti politique et l'effacer même au profit d'un parrainage tel que cela est posé aujourd'hui? À mon avis, il y a lieu simplement que des discussions franches qui engagent la nation soient posées et que nous puissions réfléchir pour trouver la meilleure solution. Ici, il ne s'agit pas d'imposer une position. Il s'agit simplement de poser un problème, de susciter un débat pour qu'il y ait échange. Et c'est au bout du compte que, en tout cas, les partis politiques pourraient s'entendre. Il est vrai que, lorsqu'on parlait du parrainage à l'origine, cette affaire était en tout cas réservée aux indépendants. Maintenant, est-ce qu'il faut aujourd'hui l'étendre aux partis politiques? C'est une question qu'on ne peut pas trancher comme ça, d'un coup, au risque de l'imposer. Il faut simplement que les discussions se poursuivent, mais qu'on ne soit pas frileux, qu'on soit le plus ouvert possible pour que des compromis, en tout cas, puissent être trouvés. En tout cas, moi, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Alors, monsieur Gueye, pourquoi pensez-vous, par exemple, pourquoi vouloir systématiquement rejeter le parrainage, si tant est que, bon, de toute façon, un candidat qui n'arrive pas à réunir 10 000 signatures, vous savez quand même qu'il ne peut pas être président de la République, quand même. D'ailleurs, il ne parle plus de 10 000 signatures, pour préciser. Leur proposition est à 1% des électeurs inscrits dans le fichier général. 1% des électeurs inscrits, ça équivaudrait à quelque chose comme 60 000 ou 70 000 signatures. Vous imaginez un peu. Maintenant, pour répondre un peu à M. Dia, je crois qu'il n'est pas question de frilosité ou non. C'est-à-dire que c'est des questions de principe sur lesquelles nous sommes. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'état de droit malmené. La dernière preuve en date remonte à ce matin, dans le soleil d'aujourd'hui, dans les colonnes du soleil d'aujourd'hui. Ils ont décidé de faire une révision exceptionnelle, à l'insu des acteurs, voyez, alors qu'on est en concertation, et ensuite démarrer l'audit, également à l'insu des acteurs, parce que tout le monde n'est pas au courant de cette information-là. Et je dois rappeler que pour 2018, il s'agit d'une révision ordinaire, et non d'une révision exceptionnelle, parce que l'année électorale, c'est bien 2019. Vous voyez, c'est pour dire qu'eux, ils sont dans une logique de torpiller le processus électoral. Ils sont dans une logique de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi nous disons de leur sincérité. Parce que vouloir demander à un candidat indépendant, qui sort comme ça du néant, peut-être qui est juste venu pour se faire une place au soleil et ensuite disparaître, demander également ce même nombre de signatures à un parti politique, pour nous, c'est injuste. Et je sais qu'il est même possible, venant de leur part, de commanditer des actions visant à évalider des candidats. Par exemple, ils peuvent demander à des militants de la période d'aller signer, par exemple, la candidature d'Ali Gueye. Mais au moment des vérifications au Conseil constitutionnel, ils peuvent dire que ça, c'est pas ma signature. Youssou a été victime de ça en 2012. Tout le monde se rappelle du cas Youssou. Donc, moi, je crois que nous devons prendre toutes nos responsabilités et être sur nos gardes
Nous, on est opposition, nous sommes une entité ouverte, on n'est pas fermé. Au moins, ils venaient à la salle des concertations. Lorsqu'ils ont inscrit le point parrainage, nous, on croyait que c'était juste le parrainage consacré aux indépendants. Mais quand nous nous sommes rendus compte qu'ils veulent l'élargir aux partis politiques, nous avons dit non, c'est pas comme ça. Parce que l'élargir aux partis politiques, pour quelle raison? Leur argument, c'est simple. Ils disent que voilà, ils ne veulent pas que la situation de 2007 puisse se produire lors des présidentielles. Je le comprends un peu, parce que l'élection présidentielle est une élection à 2 tours. Moins il y a des candidats pour l'opposition, plus le président Macky Sall a des chances de passer au premier tour. Ce n'est pas comme les législatives, qui est une élection à un seul tour. Plus il a des listes devant lui, plus il a des chances d'avoir beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est pour la raison pour laquelle ils ont financé beaucoup de listes. Parce que toutes ces 47 listes-là, mais ça c'est le fait de la majorité. Encore une fois, je voudrais réitérer par ma voix la position de l'opposition. Non, nous sommes ouverts. Eux, ils savent qu'il y a une partie de l'opposition qui a boycotté. Nous avons pris nos responsabilités pour aller répondre à la table de négociation. Donc nous sommes des gens responsables, des gens conséquents. Par conséquent, comme j'ai l'habitude de le dire, l'opinion nous a alliés. Et l'histoire est en train de s'écrire. On ne va pas aller là-bas pour accepter n'importe quoi. On ne le fera jamais. Donc, pour que les concertations puissent continuer, moi je crois qu'ils devraient simplement retirer le point. Parce que nous, au début, on a raisonné en termes de thématique. Parce que ce point-là est dans la thématique qui concerne les modalités de participation à l'élection présidentielle. On a discuté sur la nationalité exclusive. Là, on a au moins eu un consensus entre la majorité, l'opposition et les non-alignés. Sur le bulletin unique, je dirais même qu'il y a consensus, mais selon eux, la terminologie, ils disent que c'est un point de désaccord. Parce que autour d'une table, si toutes les parties à la concertation sont d'accord sur une chose, sauf une seule partie, la majorité, mais il faut dire qu'il y a consensus. Parce que le consensus également a un rapport direct avec la majorité. Maintenant, sur la caution, je crois que, bon, toutes les entités sont pour une tendance baissière. Ou bien peut-être pour l'application de la recommandation de la revue de 2016 qui proposait un plafond et un plancher. En 2012, on était à combien pour la caution? Pour la caution, 65 millions. Vous voyez. Maintenant, il reste le point relatif au parrainage qui doit être élargi aux partis politiques légalement constitués. Nous estimons que les partis politiques, c'est des personnes morales qui sont censées être représentées sur toute l'étendue du territoire national. Comment vouloir imposer à un parti politique de faire le tour du Sénégal pour collecter 60 000 signatures ou 70 000 signatures et ensuite aller trouver une caution pour battre campagne? Mais ça, c'est intenable. Encore une fois, je regrette. Voilà, M. Dia, est-ce que ce n'est pas quand même le moment pour le pouvoir qui a appelé donc à ces concertations-là de savoir lâcher l'Ouest, étant donné qu'une partie de l'opposition a boycotté? Est-ce que ce n'est pas quand même beaucoup plus respectueux, donner beaucoup plus de respect à cette opposition-là qui est là, qui a accepté de venir à la table des concertations plutôt que de soulever des questions véritablement qui heurtent ou bien qui provoquent ce blocage-là? Voilà, je voudrais d'abord rassurer M. Gueye pour lui dire que nous n'avons aucun intérêt à nous inscrire dans des manœuvres tendant probablement à leur créer des problèmes. Loin de nous cette idée. Nous nous sommes inscrits dans une perspective de concertation inclusive. Et c'est le sens d'ailleurs de l'appel du président Macky Sall qui avait demandé à toutes les forces vives de la nation de s'impliquer et de se parler pour que nous puissions en tout cas nous entendre sur l'essentiel. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le pouvoir de lâcher du lest? Il y a lieu simplement de dire que rien n'a été fait pour que, en tout cas, il y ait des accords. Il est vrai qu'on ne peut pas s'entendre sur tout, parce que c'est une opposition qui aussi, quelque part, souvent cherche à créer quelques problèmes, quelques difficultés. Puisque, je le dis parce que nous avons gagné les élections présidentielles, les élections depuis 2012. Depuis 2012, nous avons régulièrement gagné les élections. Cela veut dire que le peuple sénégalais est avec nous. C'est le peuple sénégalais qui a donné au président Macky Sall le pouvoir, l'Assemblée nationale, etc. Le référendum, nous avons gagné toutes les élections depuis 2012. Mais dans ce contexte-là, au lieu de faire une gestion solitaire, nous avons considéré qu'il y a lieu de s'ouvrir et de convoquer des rencontres.
Mais l'opposition avait clairement dit qu'elle ne participait pas à ces rencontres-là. Il est heureux qu'à un certain moment, il puisse ressaisir, sachant que le peuple ne pouvait pas accepter un tel comportement. Peut-être que l'opposition a décidé de boycotter parce que tout simplement, elle savait que voilà à quoi ce qui allait arriver. Non, les choses ne sont pas encore définies. Ce sont des concertations. Et chacun a son mot à dire. Je prends l'exemple du bulletin unique. Le Sénégal a commencé à voter depuis fort longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, à moins d'1 an ou à 1 an de l'élection présidentielle, est-ce qu'on peut adopter un système sans s'assurer que les populations comprendront les mécanismes? Parce que 1 an, c'est pas beaucoup. Les Sénégalais sont habitués à des bulletins multiples. Si un jour on veut leur imposer un bulletin unique, est-ce que ça ne va pas encore créer des problèmes? Et que si nous gagnons par exemple en 2019, ils vont dire oui, il y a eu beaucoup de précipitations, vous avez mal fait, etc., etc. Et ce sera l'objet aussi de contester les résultats. Donc, ça c'est mon point de vue. Il y a lieu, à mon avis, de continuer dans ce système-là. Et après maintenant, les élections présidentielles, on pourra maintenant faire une évaluation. Avec tout le temps que, probablement, c'est vrai que les élections locales se tiendront 6 mois après, mais il faut tenir compte aussi des difficultés que nous avons eues avec les cartes CEDEAO. Nous les avons initiées, mais voyez toutes les difficultés que nous avons connues. Et ils ont dit clairement que nous l'avons fait exprès pour empêcher certains de voter. Donc, ce sont des questions très sérieuses. On ne peut pas se précipiter comme ça, de les adopter et de fonctionner sur cette base-là. Il y a lieu de réfléchir, de discuter et de s'entendre sur des bases, en tout cas d'avoir des bases consensuelles. Il nous faut des consensus forts. C'est pourquoi j'ai dit que, moi, sur la question du bulletin unique, je ne suis pas d'accord pour qu'on le maintenant. Maintenant, si on dit que la caution, oui, ça, on peut discuter. On peut discuter sur la caution. Est-ce qu'on peut la maintenir à 65 millions comme en 2012? Ou bien est-ce qu'il faut baisser cette caution-là? Ça, c'est une question ouverte. Mais ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est que si on baisse par exemple la caution pour la mettre à 25 millions, je donne un exemple. Nous avons 100 candidats qui se présentent. Mais de sérieux problèmes vont se poser. Comment organiser une élection présidentielle au Sénégal avec 100 candidats? Et l'opposition reviendra pour dire, voilà, ils ont mal organisé. C'était prévisible. Non, il y a lieu quand même de s'arrêter et de réfléchir. On ne peut pas prendre certaines décisions à la légère. Sur la question maintenant du parrainage, je trouve que là, on ne peut pas aussi nous suspecter d'avoir des idées mauvaises. Vouloir écarter des candidats. Pas du tout. Il a parlé du cas de Youssou Ndour. En ce moment, il n'est pas encore au pouvoir. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a organisé une telle chose. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est que nous ayons un bon système et que les Sénégalais puissent voter en toute transparence et en toute tranquillité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert des discussions et nous pensons que, en tout cas, ceux qui ont la volonté de participer convenablement pour que nous puissions assainir les mœurs politiques et aller de l'avant, je crois que cela prendront part au processus. Mais quand même, est-ce que vous ne trouvez pas exagéré de devoir exiger 60 000 signatures à un candidat quand même? C'est trop. Oui, la majorité fait une proposition. Ce n'est plus 10 000. Je crois que là... Oui, non, si on dit 60 000, je ne vais pas 70 000, sur ce point. Je veux dire juste que sur la caution, moi je crois que la caution n'a pas tellement vraiment un caractère dissuasif. Même si c'était 100 millions, les Sénégalais qui sont intéressés par la mesure vont aller trouver ces 100 millions. C'est ça. Maintenant, sur le bulletin unique, j'ai juste dit, les acteurs à la concertation, la Sénat est pour le bulletin unique, la société civile est pour le bulletin unique, l'opposition est pour le bulletin unique. Donc, les non-alignés sont pour le bulletin unique. Pour l'administration, elle dit que si les acteurs sont d'accord, pour la faisabilité technique, il n'y aura pas de problème. Donc, il n'y a que la majorité qui n'est pas d'accord. Donc, à ce niveau, je ne cesse de le relever. Il y a consensus. Mais vous craignez le bulletin. Voilà. Non, parce que les avantages du bulletin unique, ce n'est plus à démontrer. Dans la mesure où, depuis 2014 jusqu'à 2017, en passant par 2016, ça a été une recommandation forte de tous les acteurs à la concertation. Pourquoi ils ne veulent pas l'appliquer?
Mais pourquoi l'opposition ne veut pas aussi que... Laissez-moi terminer. Maintenant, sur le parrainage, ils ont un peu évolué en disant qu'ils peuvent même mettre sur pied une commission qui aura en charge d'étudier les signatures. Mais je leur rétorque que ça, c'est une prérogative du Conseil constitutionnel. C'est que le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures. Oui, et déclare 60 jours au plus, 30 jours au moins. Au 29e jour, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidatures. Donc, le candidat qui est débuté, il n'aura aucune marge de manœuvre pour faire un recours, parce que le recours n'est même pas de 24 heures. Hein? N'est-ce pas? Autre chose, nous soupçonnons également ce Conseil constitutionnel. Et c'est dommage que les Sénégalais n'ont pas fait attention. Parce que dans la nouvelle loi constitutionnelle, notamment dans la disposition de l'article 92, en son alinéa 2, il est dit que le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République pour avis. Ça signifie quoi, cette phrase? Nous disons que ça, c'est une porte ouverte à toutes sortes de délits présidentiels. D'ailleurs, ça fait partie de nos propositions de modification de certaines dispositions constitutionnelles et légales. Parce que on ne peut pas fonctionner comme ça en démocratie. On ne peut pas fonctionner comme ça. Non, vous pouvez dire, attendez. C'est-à-dire, nous sommes en démocratie. Il ne faut pas aussi que vous ayez une certaine tyrannie consistant à penser que toutes vos préoccupations devront nécessairement être prises en compte. Ce n'est pas cela. Nous sommes dans un système d'échange. Mais ça devait être cela quand même pour quand même arriver à... C'est le président qui a parlé du dialogue politique. Mais dialogue politique ne signifie pas que... Donc ce qui est conforme à nos traditions d'ouverture et de dialogue politique, c'est d'écouter les acteurs et d'accéder à leurs préoccupations. Nous ne demandons pas... On discute. Là, c'est des discussions démocratiques. Si on n'est pas d'accord, on mentionne des accords. Si on est d'accord, on mentionne d'accord. Si c'est des réserves, on mentionne réserves. Si c'est une recommandation forte, on met dans le contrat de recommandation forte. Et tout cela sera soumis à l'arbitrage du président. Non, on est d'accord sur le principe qui pose problème. Vous pensez que l'opposition va vous imposer quoi? Voilà, c'est comme si l'opposition voulait gouverner à notre place. Pourtant, l'opposition est en train de dire que vous voulez leur imposer votre point de vue. Non, il y a des choses qui ressortent des activités normales du gouvernement. C'est le gouvernement qui a la charge de gérer les affaires publiques. Il ne peut pas venir dire... Mais on est dans la matière électorale. Voilà tel point. On est dans la matière électorale. Soit nécessairement adopté et mis en œuvre. Ce n'est pas comme cela. Nous sommes en train d'échanger. Et au bout du compte, si nous trouvons que tel point évoqué va dans le sens de l'histoire et pour nous faire avancer, nous l'optons. Il n'y a aucun problème. Mais qu'ils ne pensent pas que tout ce qu'ils diront, nous devrons le prendre pour agent comptable et le mettre... On est dans la matière électorale. C'est vrai, tu as raison. En matière d'initiative des lois, l'initiative est du ressort du gouvernement. Voilà. En matière de loi, l'initiative est du ressort de... Voilà. Mais on est par excellence dans le domaine de la matière électorale. Oui. Donc ce qui est conforme à nos traditions d'ouverture et de dialogue, c'est de prendre langue avec tous les acteurs, comme on a l'habitude de faire. C'est ce qui faisait le consensus de 92. Mais c'est le sens. Qu'on vend du temps. Mais c'est le sens de la concertation. Mais tel que vous venez à ces concertations, dans la dernière réunion, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Mais attendez. C'est à prendre ou à l'été. Soit vous restez, soit vous quittez définitivement. Mais la chose est claire. Au départ, c'est le ministre de l'Intérieur qui dirigeait les réunions. Oui. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus que le ministre de l'Intérieur dirige les concertations. Le président, dans son esprit d'ouverture et de consensus, a accepté c'est la Sénat qui présidait. De modifier et de nommer quelqu'un, en tout cas pour conduire les discussions. Voilà un pas très important. Mais il ne faut pas, encore une fois... Il n'y a pas de nomination, je regrette, il n'y a pas de nomination. Parce que le modérateur, en tout cas des débats, il est là pour ça. Il a été mis à ce niveau également pour ça. Donc, il faut aussi que nous puissions comprendre que dans le cadre d'une discussion, chacun doit avoir son avis. Qu'on laisse aussi la prérogative au gouvernement de gouverner. L'opposition va s'opposer, comme elle a toujours fait. Mais il faut aussi que sur certaines questions, quand même, qu'on laisse le soin au gouvernement d'apprécier et de voir si telle chose, par exemple, est faisable. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à un mois de l'élection présidentielle. Est-ce que d'ici un an, on peut adopter cela, faire un bulletin unique? Dans quelles conditions? Est-ce que les populations sauront faire la différence? Pourquoi le bulletin unique gêne la majorité? Non, le bulletin unique, ce n'est pas parce que... Mais Georges... Ce n'est pas... le bulletin unique ne gêne pas la majorité. La majorité aussi a la responsabilité de créer les conditions d'une bonne élection au Sénégal. Voilà le problème.
Si nous l'adoptons aujourd'hui, est-ce que nous serons dans les meilleures conditions pour la mettre en œuvre si cela passait comme mesure en 2019? Et est-ce que les élections pourraient se faire de la meilleure des manières possibles en 2019? Voilà un point très important. Et l'opposition serait toujours prête à dire, voilà, ils l'ont fait exprès, ils n'ont pas voulu qu'il y ait transparence, et ce serait l'occasion aussi pour cette opposition de contester. Voilà le problème. C'est-à-dire que c'est un problème de responsabilité. Je voudrais revenir pour dire que depuis le 26 décembre, on est bloqué par cette question relative au parrainage-là. Leur attitude a été de nous dire, bon, soit vous acceptez ou on va à l'Assemblée. Est-ce que ça c'est un gouvernement qui veut dialoguer? C'est pas comme ça. Et voilà. Mais ça va passer comme lettre à la poste. Et c'est ce qu'il faut éviter. De toute façon, soit nous, on n'est pas en train de créer un rapport de force là-bas, au cadre de concertation. Nous sommes venus pour dialoguer. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris nos responsabilités pour venir dialoguer. Nous ne faisons pas partie de ceux qui ont posé des préalables pour aller à la table de négociation. N'est-ce pas? S'ils n'acceptent pas qu'on discute, qu'on prenne langue par rapport à toutes les questions relatives au processus électoral, le rapport de force se fera dans la rue. C'est sûr. Et l'opposition est prête pour ça. Parce que ce qui s'est passé lors des législatives de 2017, ça ne se passera plus dans ce pays-là. Parce que nous nous sommes rendus compte. Mais pire que cette question relative au parrainage-là. Ça, souvent, les gens ne le disent pas. Il faut qu'on le dise, que nul n'en ignore. On a évalué, oui, laissez-moi terminer. On a terminé d'évaluer le processus de refonte des listes électorales. Mais le résultat est catastrophique. L'administration elle-même a reconnu qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des dysfonctionnements et des violations graves. Nous nous sommes retrouvés avec un fichier de 6 219 000 et quelques Sénégalais. Plus de 40% des cartes électorales qui n'ont pas été distribuées. Et elles sont en souffrance dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Ça, vous croyez que c'est normal? C'est à partir du mois de février, une révision exceptionnelle. Y compris la mienne. Parce que la logique voudrait que, avant de faire l'audit du fichier, avant de procéder à la révision exceptionnelle des listes électorales, que toutes ces cartes-là soient distribuées. C'est ça la logique. Voilà. Monsieur Dia, est-ce qu'on devait véritablement en arriver à un rapport de force dans la rue au lieu de négocier autour d'une table? Non, ce n'est pas un rapport de force que nous créons. Ah oui, parce que l'opposition va marcher, une marche nationale est prévue le 9 février. Vous êtes au courant? Je ne sais pas ce que le préfet de Dakar va dire, mais je suis sûr que nous sommes dans un état de droit. Les Sénégalais qui le désirent, en tout cas, peuvent marcher librement, à condition simplement que la marche ne perturbe pas. Donc, si les conditions sécuritaires sont réunies, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est vrai que ça, c'est la loi qui le dit aussi, ce n'est pas moi. Si l'opposition veut marcher et qu'on se rende compte que vraiment les conditions de marche sont réunies, il n'y a aucun problème. Avec vous, les conditions apparemment sont... En tout cas, je me rends compte qu'ils ne veulent pas. C'est un État aussi qui est géré. Le président de la République ne joue pas avec les institutions. Il ne joue pas avec la sécurité des Sénégalais. Parce qu'il a été porté à la magistrature suprême pour diriger un pays. Quand on dirige, on protège les personnes et les biens. C'est une question de responsabilité d'abord du président et ensuite des autres segments de l'État. Mais je ne préjuge rien de ce que va dire le préfet. C'est une question aussi de responsabilité du préfet. Je rappelle simplement que puisque nous sommes dans un État de droit, les citoyens sont libres d'exercer, en tout cas, leur volonté de manifester, de marcher, et cela n'a jamais posé problème. Sauf lorsqu'il s'agit de conditions particulières, où, en tout cas, il y a des renseignements qui font état de possibilités de menaces, de troubles à l'ordre public. Lorsque de tels cas se produisent, l'autorité a le devoir, en tout cas, de prendre ses responsabilités, sinon ça va se retourner sur lui. Et ça aussi, l'autorité ne peut pas, voilà, merci, pas le faire. Maintenant, l'autre chose, j'étais à la réunion, à l'ouverture, lorsque le ministre de l'Intérieur ouvrait, en tout cas, les concertations. Et certains avaient dit clairement qu'il demandait au ministre de ne pas diriger les discussions. À la Sénat. Le ministre lui-même a dit clairement, je ferai parvenir au président de la République votre revendication. C'est comme ça qu'il a dit textuellement. Certainement, dès qu'il a rendu compte au président de la République, il a décidé, en tout cas, de désigner le professeur Seydou Nourouba pour conduire les discussions. Je crois que aussi ça, c'est une avancée très importante qui montre que, en tout cas, nous sommes très ouverts au débat, à la discussion. Mais il ne faut pas aussi que l'opposition croie que tout ce qu'elle veut
toutes ces préoccupations seront nécessairement et immédiatement prises en considération. Sinon, nos points de vue n'auront aucun sens. C'est un dialogue. On essaie de voir, il y a telle proposition pertinente qui a été faite. Cette proposition est pertinente, elle est adoptée. Mais si on se rend compte du fait que cette proposition pose problème ou posera problème, mais il est normal qu'on refuse qu'elle passe. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Oui, sur la présidence des concertations, bon, d'habitude, c'est la Sénat qui préside et non le ministre de l'Intérieur. Mais constatant, nous, que la Sénat vraiment manque de réactivité et qu'elle ne joue pas pleinement son rôle, nous l'avons recruté. C'est ainsi que les non-alignés, l'opposition, je crois même la majorité, ont fait des propositions sur des personnalités neutres, indépendantes, etc. Oui. C'est sur la base de ces propositions-là que le président Macky a désigné. Mais encore une fois, je précise, jusqu'au moment où on parle, il n'a ni décret, il n'a ni arrêté ministériel, qui prouve que c'est lui le président des cadres. Et pourtant, nous l'avions posé en son temps. Que pour être conséquent, le président Macky Sall doit prendre un décret, le nommant officiellement comme le président du cadre de concertation sur le procès électoral. Voilà, espérons véritablement que l'opposition et la majorité vont s'entendre autour donc de cette question qui est le système de parrainage qui demande donc, exige à tout par candidat à la présidentielle de collecter un certain nombre de signatures. D'habitude, c'était une mesure réservée donc aux candidats indépendants qui n'avaient pas été investis par un parti politique de collecter 10 000 signatures dans au moins 6 régions du Sénégal en raison de 500 signatures par région. Maintenant, il vient de dire, M. Gueye vient de nous apprendre qu'il s'agit tout simplement de collecter plutôt 1% de l'électorat qui correspond peut-être à 60 000 signatures. Voilà. Pour un fichier qui va aller jusqu'à 7 millions. Voilà, ce qui relèverait véritablement d'une gageure pour certains, en tout cas pour certains candidats. Alors, nous allons donc passer au second thème pour évoquer l'affaire Karim Wade, le PDS qui exige maintenant que le parti au pouvoir fournisse au peuple sénégalais, explique au peuple sénégalais les conditions dans lesquelles M. Karim Wade a quitté le Sénégal. Une bonne requête pour vous? Moi, je crois que sur la question, je voudrais juste dire que vraiment, on a assez épilogué, assez disserté sur le cas Karim. Mais moi, je crois qu'en l'état actuel des choses, c'est le gouvernement qui fait dans la confusion et dans la polémique. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, les responsables du PRR, ils n'amènent pas de preuves. Je crois que cette fois-ci, ce qu'il faut, et l'opinion en a besoin, le peuple en a besoin, le peuple souverain, pour que l'État nous montre réellement les preuves qui montrent la culpabilité de Karim Wade, qui montrent que Karim Wade n'est pas un exil forcé. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est mieux comment est-ce qu'on peut prouver cela? Non, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui fait croire à l'opinion que Karim Wade est resté au Qatar. Voilà, c'est ça. Alors que nous considérons qu'il est en exil forcé. Oui, mais compte tenu des conditions dans lesquelles... compte tenu des conditions dans lesquelles il a quitté le Sénégal à 1h du matin. Voilà, etc. Voilà. Mais alors, le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, porte-parole aussi de la paix, il dit que Karim a été libéré suite à une demande de sa famille appuyée par l'émir du Qatar. Mais ils n'ont qu'à nous donner une copie de cette demande-là. C'est aussi simple que ça. S'il y a des documents qui prouvent que Karim a accepté des compromis, Karim a passé des compromissions, mais qu'il les sorte. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est le peuple qui en a besoin. Parce qu'au début, c'est eux qui avaient promis de traquer tout le monde. Ils ont fait croire à l'opinion nationale, même l'internationale, que Karim Wade a détourné beaucoup de milliards. Et jusqu'à présent, on peine à avoir des preuves. Tout le monde parle selon, je sais pas, la manière dont ils comprennent les choses. Le gouvernement aussi apporte certaines clarifications qui ne sont pas de nature à nous convaincre, je le répète. Donc encore une fois, moi je vois que s'il y a problème à ce niveau-là, c'est le gouvernement qui fait dans la confusion, qui fait également dans la polémique. Et ça, c'est pas normal. En tout cas, le PDS, eux, ils sont clairs. Si le gouvernement a des preuves qui démontrent à suffisance la culpabilité de Karim Wade, ils n'ont qu'à les sortir. M. Gueye, M. Dia, qu'est-ce que vous répondez? Non, je crois que les... D'après l'aide de Karim... On ne peut plus parler de preuves. Karim Wade a été arrêté. Oui, maintenant les preuves de sa déportation, voilà, de son exil forcé. C'est ça. On ne parle plus de preuves, parce qu'il a été arrêté, il y a eu un procès, il a été jugé et condamné. Maintenant, donc là, vraiment, la question de preuve ne se pose plus, parce que c'est des preuves qui sont du domaine de la justice. Mais quand il dit que j'ai été déporté, j'ai été contraint à l'exil, oui, mais on l'a mis dans un jet privé.
Le porte-parole du gouvernement revient pour dire qu'il s'agit de... Il raconte des histoires, qu'il a été libéré suite à une correspondance, à une demande de grâce écrite par sa famille, appuyée par l'émir du Qatar. Et que là, le PDS veut maintenant les preuves. Oui, c'est que l'opposition, qu'il s'agisse du PDS ou d'autres partis qui sont contre le pouvoir, nous sommes en présence d'un débat qu'on veut toujours ramener. Puisque si la famille de Karim Wade a demandé sa libération et que, par sa grandeur, le président Macky Sall lui a accordé la grâce, il lui fallait nécessairement un passeport pour quitter le pays. Les conditions ont été réunies pour qu'il quitte le pays et pour qu'il... Justement, est-ce qu'il avait besoin de quitter le pays, justement? Ah, mais ça, il faut lui poser la question. Ah, voilà, il faut c'est à lui. Il y a des choses quand même qui sont de la responsabilité de Karim Wade. C'est à lui de dire. Est-ce qu'il veut revenir au Sénégal? Pourquoi ne peut-on pas faire confiance à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement? Pourquoi veut-on toujours croire à ces rumeurs, à ces subterfuges, etc. C'est le porte-parole du gouvernement qui, sur cette question, est très renseigné, qui dit clairement que lui, c'est sa famille qui a demandé. On lui a accordé, en tout cas, cette grâce. Il est parti. Est-ce que Karim Wade veut revenir? Est-ce qu'il ne veut pas revenir? Moi, je n'ai aucun argument pour dire que Karim Wade veut revenir. Si le gouvernement dit qu'il n'est pas retenu prisonnier là-bas, mais il n'a qu'à prendre ses bagages et aller à l'aéroport pour rentrer, on verra. Pourquoi ne pas publier cette lettre, cette demande de grâce? Est-ce que le gouvernement publie toutes les lettres? Parce que le problème aussi, c'est une question de responsable du gouvernement. Si le gouvernement le faisait demain, l'opposition ruerait encore dans les brancards pour dire voilà tel document, voilà telle phrase, voilà telle ligne, pourquoi ils ont fait... Non, ce sont des acteurs qui aiment la surenchère, des débats inutiles. Je crois que ça, ce n'est pas un débat sérieux. Karim Wade est au Qatar, il appartient à Karim Wade lui-même de s'expliquer et de s'exprimer sur ses conditions de départ du pays et de séjour au Qatar. Voilà. Moi, je crois que le débat ne se pose pas en ces termes. Nous l'avons dit. Même pour les milliards qui l'ont recouvré, nous avons du mal à avoir des preuves. Parce que la dernière sortie de Mme Mimi Touré, la sortie également du gouvernement, bon, on nous dit qu'il y a le président Macky même qui confirme Macky, avec des chiffres et des statistiques qui diffèrent. Ça, c'est un problème. Par rapport à la lettre de demande de grâce, par exemple. Mais je crois qu'il appartient au gouvernement, puisque c'est complètement installé dans le pays, de mettre fin à ce débat-là, en apportant des preuves qui montrent que c'est la famille de Karim Wade qui a demandé que ce dernier soit gracié. Il appartient également au gouvernement d'apporter des preuves qui montrent que Karim Wade n'est pas un exil forcé. C'est là où nous attendons le gouvernement. Mais encore une fois, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est grave. Un gouvernement qui ne fait que verser dans la polémique et dans la diversion. Ça, c'est pas normal. Mais quand même, il y a des choses. Il faut aussi comprendre aussi le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de clarifier les choses. D'éclairer la lanterne de l'opinion. Non. Quand le porte-parole du gouvernement clarifie, il donne des éléments très précis sur cette affaire, il faut prendre cela et le considérer comme étant quelque chose de très sérieux. Est-ce que le gouvernement doit tout publier? Voilà une question très importante. Est-ce que le gouvernement est tenu de publier tous les actes qui sont entre ses mains? Ça aussi, c'est un problème. Oui, mais quand le sujet crée la polémique, voilà, c'est ça. Que pour mettre fin au débat, siffler la fin de la récréation, comme on dit, mais pour il y a mettre lieu fin au débat, mais on communique et également compte tenu des promesses que le gouvernement avait faites. Il y a un communiqué compte tenu des promesses que le gouvernement avait faites. C'était emmuré dans un silence coupable. On aurait pu dire non, il ne peut pas que les choses... Je crois que ce débat-là doit être vraiment tiré au clair. Tiré au clair. Et je crois que le gouvernement a une grosse responsabilité là-dessus. Une grosse responsabilité là-dessus. Voilà. Parce que maintenant, les gens ne savent même plus. Non, je dis, pourquoi ne pas croire à ce que le porte-parole du gouvernement a dit sur la question? Mais comment on va vous croire? Et vous nous habituez à dire des choses que vous ne respectez pas. Par exemple. À dire des choses qui, bon, à la limite, si on vérifie... L'ex-premier ministre, Mimi Touré, qui a dit qu'on a recouvré plus de 200 milliards. Le président l'a confirmé. Le président l'a confirmé. Il a dit quoi? Il a dit qu'on a recouvré. Mais ce qu'il a dit n'est pas conforme au communiqué du gouvernement. Le communiqué du gouvernement parle de 150 milliards. Donc il y a un gap. Au moins. Là aussi, le gouvernement est interpellé sur ça. C'est sa responsabilité. Au moins.
de clarifier les choses, d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et même internationale. Encore une fois, vous ne serez jamais satisfait de la communication du gouvernement. Voilà. Vous trouverez non, parce que c'est une communication vraiment chaotique. Hein. Il y a beaucoup de zones d'ombre. 200 milliards. Et de non-dits. Le président a dit plus de 200 milliards. Hein? Il faut clore le débat. Non, non, non. En ces termes-là, on ne peut pas peut-être le clore par des preuves. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous attendons du gouvernement. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Clore le débat par des preuves. Les preuves, est-ce qu'il faut dire Monsieur Sambagé a donné 1 milliard. Monsieur Ibrahima Sarr a donné 5 milliards. Il le faut, oui. Oui. Parce que c'est le gouvernement qui les avait cités nommément, qui avait incriminé Karim Wade. Avec un certain montant. S'il a des résultats qui militent en faveur de ça. Non, ce n'est pas seulement Karim Wade, il y a d'autres. C'est vrai que peut-être le gouvernement ne peut pas tout dire, mais je dis que sur certaines questions, moi je crois que le gouvernement doit éclairer la lanterne des populations. Dit clairement, devant tout le monde, devant la nation sénégalaise. C'est ce que nous demandons. Qu'on a recouvré plus de 200 milliards. Plus de 200 milliards ont été recouvrés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Même la destination de ces 200 milliards, mais ça... Mais il y a problème à ce niveau. Ça pose problème. Voilà, on a entendu le président de l'Assemblée nationale qui dit que lui, il n'est au courant de rien. Non, oui, il a parlé de... Ça c'est grave. Ça c'est grave. Alors, véritablement, il va falloir donc au niveau de la communication gouvernementale harmoniser certaines choses et pour pouvoir convaincre l'opinion ou éclairer la lanterne des Sénégalais sur certaines questions. Georges, je te dis qu'eux, ils sont intéressés par l'élection, que par l'élection de 2019. Et elle a gagné. Non, voilà. Nous ne sommes pas intéressés uniquement. Mais c'est ça, monsieur Dieu. Je regrette. Moi, je crois qu'il y a des Sénégalais qui s'intéressent à autre chose. C'est des questions beaucoup plus intéressantes. Mais c'est pourquoi le président se bat pour assurer des bourses de sécurité familiale. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez... Non, ça c'est des bourses politiques. Hein. C'est manne financière. Et vous vous êtes débrouillé pour que tous ces bénéficiaires de bourses familiales aient le carte de lecteur. Ils ont tous leur carte de lecteur. Voyez. Jusqu'à moi, je n'ai pas reçu ma carte de lecteur. On me dit que j'ai fait partie de ces 120 000 Sénégalais dont leurs dossiers ont été enrôlés, non traités et non validés dans le fichier électoral. Avant de revenir sur cette question, c'est grave. Pour dire que le président de la République n'est pas uniquement préoccupé par la question de l'élection présidentielle de 2019. Il se bat jour et nuit pour satisfaire les besoins des Sénégalais. Le PUDC est là. Vous voyez, ce que nous faisons dans le monde rural aujourd'hui, en termes de réalisation, c'est des choses que les gens voient sur le terrain. Et d'autres mesures. Quand il dit que ceux qui sont bénéficiaires de bourses familiales ont des cartes d'électeurs. Tous. C'est normal, ce sont des Sénégalais. Tous leurs cartes électeurs. Ce sont des Sénégalais comme vous, c'est moi. Vous n'allez pas en faire des militants de la paix quand même. Hein? Mais s'ils vont dans les urnes, qui sait pour qui ils vont voter? Personne ne le sait. Mais ce sont des Sénégalais, ils doivent avoir leur carte. Maintenant, moi je peux être d'accord que l'on me dise, il y a eu des dysfonctionnements sur la question des cartes d'identité. J'en conviens. Et c'est tout le sens des discussions. C'est-à-dire, s'entendre pour que de tels problèmes ne plus se reproduire. Voilà le grand problème. Parce que nous ne pouvons pas dire que, oui, tout est OK. Non. Il peut y avoir des dysfonctionnements. Il y en a eu. Mais maintenant, comment faire pour que ces dysfonctionnements... Cette fois-ci, vous avez dépassé les limites de ce qui est raisonnable en termes de préparation et d'organisation des élections. C'est pourquoi, au moment où on parlait de l'audit, ils se sont empressés pour dire que, bon, l'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne, et récemment, depuis hier, l'information est passée, il y a l'USAID qui s'intéresse à l'audit. Ils disent qu'ils vont démarrer lundi, selon les informations que nous avons eues. Et qui n'ont pas été communiquées aux acteurs du processus électoral. Ça, c'est grave. Oui. Voilà. Donc, sur ça, on est d'accord. Mais encore une fois, Mouchidja, moi, je crois que les priorités sont ailleurs. Où? Voilà. Les priorités sont ailleurs. Les priorités sont au niveau du peuple. Non. Voilà les priorités. Nos priorités voilà. sont autour du peuple. Satisfaire le peuple sénégalais. Oui, vos priorités tournent autour de la satisfaction des besoins des Sénégalais. Construire des ponts, des routes, donner à manger, à boire, permettre aux Sénégalais de voyager, régler les problèmes des Sénégalais. Et il n'empêche la pauvreté augmente. Le taux de pauvreté augmente. Non, la pauvreté, voyez ce que nous faisons pour la diminuer. Nous allons, de toute façon, le PDS nous attend donc sur les preuves des conditions de l'exil ou de départ de Karim Wade. S'il est resté au Qatar de son propre chef, il faudra peut-être le prouver. Et comme ça, bon, vous allez clore le débat définitivement, parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'à chaque fois que Karim Wade
communique que vous aussi vous sortiez votre communiqué pour, et là le peuple ne sait même plus à quel communiqué se fier. Alors nous allons donc finir avec l'affaire Khalifa Sall pour le prétexte c'est tout simplement la mairie de Dakar qui veut se constituer partie civile. Monsieur Gueye, est-ce que vous pensez que cette, je sais pas, cette constitution pourra être acceptée par le juge? Bon, moi je crois que la question telle que libellée peut-être ne nous permettra pas de dire dans l'absolu oui, la ville de Dakar peut ou non, la ville de Dakar ne peut pas. Moi, je crois qu'il y a deux niveaux de perception et peut-être d'analyse de la question. D'abord, le premier niveau, c'est la ville de Dakar en tant que personne morale de droit public, donc dotée de la personnalité juridique. L'autre niveau, c'est la ville de Dakar en tant que démembrement de l'État, donc partie intégrante de l'État. Et qui a également un statut juridique, qui a la capacité d'être un juridique. Donc pour le premier cas, on peut dire oui. C'est vrai que jusqu'à présent, même les spécialistes sur la question, je veux dire les théoriciens et les praticiens peut-être peinent à s'accorder sur la question. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que juridiquement, la ville de Dakar, bon, c'est le terme consacré, on ne parle plus de commune de Dakar. La ville de Dakar qui a le statut d'une commune, comme le dit le code des collectivités locales, ou bien le code des collectivités territoriales, maintenant c'est le terme consacré, pour bel et bien rester en justice et se constituer par civil. Si elle considère que ses intérêts sont bafoués, si elle considère qu'elle a subi un préjudice. Est-ce que vous pensez que la ville de Dakar a subi un préjudice dans ce poste-là? Bon, en tout cas, je sais que celui qui est incriminé dans cette affaire, le maire, c'est l'organe exécutif de la ville. Ensuite, les fonds qui sont incriminés, c'est des fonds qui sont régulièrement inscrits au budget et qui font l'objet d'une délibération qui a été approuvée par le préfet qui se trouve être le représentant de l'État. Vous voyez? Donc, rien que sous cet angle, moi je crois que la ville de Dakar peut bel et bien se constituer par civil. Comme on dit, peut-être cela lui permettrait d'accéder au dossier, de se défendre le moment du procès. Maintenant, sous un autre angle, la ville de Dakar en tant que démembrement de l'État, voilà, par rapport à l'État central. Est-ce qu'elle peut se constituer par civil? Parce que là, je vois que les intérêts de la ville de Dakar et ceux de l'État central se confondent. Parce que la ville de Dakar, en tant que démembrement de l'État, je crois que l'État peut bel et bien le représenter dans un procès. Parce que ce n'est qu'un démembrement de l'État qui s'administre librement, comme le dit le Code, mais dans le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le respect également des règles et des décrets qui sont relatifs à la comptabilité publique. Donc, sur ce rapport, moi, je crois que c'est là où se situe la difficulté ou la complexité. Monsieur Dia, est-ce que la ville de Dakar, cette constitution de partie civile peut être recevable? En tout cas, moi, je n'ai pas de problème particulier sur cette affaire que la mairie de Dakar puisse constituer partie civile ou que l'État, en tout cas, la représente. Pour moi, c'est du pareil au même. Ce qui est important pour moi est simplement que la vérité éclate au moment du procès, que le procès soit équitable, que les droits de la défense soient respectés. Donc, si M. Khalifa Sall jouit d'un procès équitable, où il pourra se défendre, et si les avocats qu'il a commis, en tout cas, ont la possibilité de le défendre, je crois qu'en ce moment-là, les Sénégalais sont unifiés. Parce qu'il appartient à la justice, qui a le dossier en main, qui est en train de juger Khalifa Sall, de dire si oui ou non Khalifa Sall est coupable. Ça, tout ce qui parle, bon, ne font que des spéculations, à la limite inutiles. Maintenant, que le conseil municipal, que la mairie elle-même se constitue partie civile ou non, pour moi, cela importe peu. Ce qui est important, c'est qu'un procès équitable se fasse, que les droits de la défense soient respectés, et que la justice se tranche en toute responsabilité. Moi, je crois que c'est à ce niveau où... Parce que donc on estime peut-être que c'est une autre stratégie, ça c'est l'avis de certains qui disent que bon, ça c'est encore une nouvelle stratégie de faire tirer le procès en longueur. Non, moi je crois qu'ils n'ont pas intérêt que ce procès-là tire en longueur. Moi, je dis que la question est intéressante, dans la mesure où une certaine opinion commence à penser que, comment dirais-je, eh bien, bon, c'est une première. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pour la première fois que peut-être j'assiste à un tel scénario. Mais je crois encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure,
vu sur cette analysé sous l'angle de la ville de Dakar en tant que personnalité, personne morale de droit public et à une personnalité juridique, je crois que elle peut bel et bien se constituer partie civile. Maintenant, il appartiendra au tribunal d'étudier la recevabilité ou non de cette requête. Monsieur Georges, oui, une minute. Simplement pour dire à l'opposition de ne pas encore perdre du temps, de venir rejoindre le cadre de la majorité. D'en parler de l'opposition, ce serait mieux que se mettre là à parce qu'ils sont en train de ramer à contre-courant du peuple. Soit beaucoup plus sérieux Le Sénégal, les Sénégalais ont adopté la vision du président Macky Sall. Il vaut mieux qu'ils en tiennent compte. Merci. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à mes deux invités. Merci à M. Assane Dia. Je rappelle qu'il est le président du parti And Doolel Sénégal, parti du changement. Merci à M. Ali Gueye. Il est le secrétaire général du Front National, membre donc du Front du pôle de l'opposition. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné, cher Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.